Bonjour les amis, soyez le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va traiter la continuité de l'examen de l'année dernière du module de physiologie des grandes fonctions. Bien précisément, on est arrivé à la chapitre du système digestif. Alors on commence à la barakatillah. Alors on est arrivé à la troisième question de cet examen. Donc premièrement, parmi les propositions suivantes, lesquelles font partie des annexes du système digestif? On a 6 propositions. La glotte, les glandes lacrymales, les glandes salivaires, la bile, le pancréas et dernièrement le foie. Mais j'aimerais dire premièrement, comme vous savez, c'est que le système digestif il est divisé en deux parties. Le tube digestif pardon, qui comprend l'ensemble des organes creux par où passe la nourriture et les glandes annexes, ou encore appelées les organes annexes. Ces glandes fabriquent des substances qui vont digérer la nourriture pour rendre cette nourriture assimilable par l'organisme. Pour le tube digestif, vous savez qu'il est formé par un ensemble d'organes qui commence par la bouche et se termine par l'anus. Le tube digestif comprend le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle avec ses différentes parties et le gros intestin avec ses différentes parties jusqu'à l'anus. Pour les glandes annexes ou encore les organes annexes, sont tous les glandes qui vont libérer certaines sécrétions au sein du tube digestif. Et donc, on commence par détailler chaque proposition. Pour la proposition A, la glotte. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la glotte? Premièrement, la glotte est une structure qui fonctionne au moment de la déglutition. Cette glotte appartient au système respiratoire. La glotte est juste au-dessus de l'épiglotte, puisqu'au moment de la déglutition, l'épiglotte ferme cette glotte, ce qui empêche la nourriture d'entrer dans le trachée artère, ou plutôt dans les voies respiratoires en général. Donc, pour ce qui concerne la glotte, il n'appartient pas aux glandes annexes du système digestif. Donc, cette première proposition est fausse. Ensuite, deuxième proposition, les glandes lacrymales. Alors, pour ce qui concerne les glandes lacrymales, sont des glandes qui sécrètent les larmes. Donc, automatiquement, les glandes lacrymales n'ont aucune relation avec le système digestif. Ensuite, troisième proposition, les glandes salivaires. Premièrement, qu'est-ce que c'est que les glandes salivaires? Les glandes salivaires sont des glandes qui vont sécréter la salive. Et pour les glandes salivaires, sont au nombre de 3. On a les glandes sublinguales qui sont situées sous la langue. On a la glande submandibulaire qui est située sous la mandibule. Et on a la parotide qui est juste en arrière-bouche, se trouve en arrière-bouche, en arrière de la bouche. Et donc, ces glandes sécrètent la salive et la salive participe au phénomène de la digestion, puisque parmi les constituants majeurs de la salive, c'est l'amylase. L'amylase permet de dégrader l'amidon. Comme vous savez, c'est que l'amidon est un polysaccharide, est un sucre complexe. Donc, la salive permet de dégrader les glucides complexes. Donc, cette proposition est vraie, puisque ces glandes libèrent la salive et la salive, il intervient au phénomène de digestion. Donc, la deuxième proposition est vraie. La troisième proposition, pardon. Ensuite, quatrième proposition. Quatrième proposition, c'est la bile. Alors, qu'est-ce que c'est que la bile? La bile, ou encore appelée les selles biliaires,
est un liquide jaune sécrété par le foie et stocké au niveau de la vésicule biliaire. Ce liquide est libéré au niveau du duodénum pour favoriser la digestion des lipides. Donc, pour cette proposition est fausse, puisque c'est le foie qui appartient aux annexes du système digestif et non pas la bile, puisque c'est le foie qui sécrète la bile et non pas la vésicule biliaire. Donc, proposition F, c'est vrai. Ensuite, proposition E, le pancréas. Comme vous savez, c'est que le pancréas est une glande amphicrine, c'est-à-dire à la fois endocrine et exocrine en même temps. Mais nous, ici, on est intéressé par la fonction exocrine, puisque le pancréas libère des enzymes telles que la trypsine pour la digestion des protéines, telles que les lipases pour la digestion des lipides, etc., etc., etc. Donc, le pancréas, grâce à la fonction exocrine, il appartient aux glandes annexes du système digestif. Donc, cette proposition est vraie. Donc, au total, on a 3 propositions vraies. Ensuite, deuxième question pour la vidéo d'aujourd'hui. Quel est l'effet de la contraction de la musculature longitudinale du tractus gastro-intestinal? Je donne rapidement une toute petite définition, une toute petite information sur cette musculature longitudinale. Vous savez que l'histologie du tube digestif consiste à 4 couches. Depuis l'interne vers l'externe, on distingue la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Donc, nous, on est intéressé dans cette question pour la couche musculeuse. Donc, généralement, la paroi du système digestif est typiquement formée par 2 couches de muscles lisses, des muscles circulaires internes et des muscles circulaires et des muscles longitudinaux externes. Pardon. Donc ça, c'est pour tous les types digestifs. À l'exception de l'estomac, on a 3 types de muscles. Il va y avoir une troisième couche appelée une couche oblique. Donc ça, c'est une information générale sur la musculature du tractus gastro-intestinal. Et donc, on commence par la première proposition. La contraction de la musculature longitudinale du tractus gastro-intestinal aboutit à une diminution du diamètre de la lumière gastro-intestinale. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Alors, j'ai déjà expliqué ça lorsque j'ai traité la physiologie de la motricité gastrique. J'ai dit que la contraction des muscles longitudinaux externes est sous cette forme. Donc, la contraction de la musculature longitudinale, elle permet d'augmenter le diamètre ou bien elle permet d'augmenter la lumière du tube digestif. J'ai déjà expliqué comment et pourquoi dans des vidéos précédentes. Je laisse le lien de la vidéo dans le premier commentaire. Donc, cette proposition est fausse, puisqu'il va y avoir une augmentation du diamètre de lumière du système gastro-intestinal et non pas une diminution du diamètre. Donc, la première proposition est fausse. Deuxième proposition est vraie, puisque la deuxième proposition est le contraire de la première et la deuxième proposition est le contraire de la première proposition. La deuxième proposition dit une augmentation du diamètre de la lumière du tractus gastro-intestinal. Donc, est une proposition vraie. Ensuite, troisième proposition. La contraction de la musculature longitudinale du tractus gastro-intestinal donne un raccourcissement d'une portion du tractus gastro-intestinal. Donc, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure dans des vidéos précédentes, automatiquement,
cette proposition est fausse, puisque c'est la contraction des muscles circulaires internes qui donne le raccourcissement d'une portion du tube digestif. Donc, cette proposition est fausse, puisque ce sont les muscles circulaires et non pas les muscles longitudinaux qui donnent un raccourcissement d'une portion du tube digestif. Donc, ici, en amont de la nourriture, en amont de la pomme et en amont du morceau de pizza, j'ai eu une contraction de cellules musculaires circulaires. Donc, on va avoir une contraction du paroi du tube digestif. Ensuite, proposition D. Proposition D, proposition E en même temps. La contraction de la musculature longitudinale du tractus gastro-intestinal aboutit à une proposition D, à une augmentation de la fonction d'absorption du système digestif du tractus gastro-intestinal. Proposition E, la contraction de la musculature longitudinale aboutit à une augmentation de la fonction de sécrétion du tractus gastro-intestinal. Alors, ces deux propositions sont fausses. Je m'explique. Vous savez ce qu'au niveau du tube digestif, il existe deux plexus qui forment l'innervation intrinsèque du système digestif. Le premier, donc un parmi ces deux plexus, appelé le plexus myentérique. Ce plexus myentérique, il est localisé entre ces deux couches musculaires, les muscles longitudinaux externes et les muscles circulaires, les muscles longitudinaux externes et les muscles circulaires internes. Ce plexus myentérique, il est localisé entre ces deux muscles. Donc, le rôle de ce plexus, c'est qu'il contrôle la motricité du système gastrique. Il contrôle seulement la motricité du système gastrique. Et le deuxième plexus contrôle l'absorption et la sécrétion du système digestif. Ce deuxième plexus est appelé le plexus sous-muqueux, encore appelé plexus sous-Meissner. Il est localisé au niveau de la couche sous-muqueux. Et donc, c'est ce deuxième plexus qui est responsable sur l'augmentation, sur l'absorption et la sécrétion du tractus gastro-intestinal. Donc, ces deux propositions sont fausses. Donc, dans cette question, on a une seule proposition vraie, c'est la proposition B. Parmi ces 5 propositions, on a une seule proposition vraie, c'est la proposition B. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, ça sera utile pour vous. Et au revoir, tout simplement, au revoir.